Bonjour et bienvenue, il est bientôt 13 h et votre antenne régionale s'ouvre à nouveau pour poursuivre le décryptage de ces élections législatives. Nous sommes ensemble pour 45 minutes. Alors, réaction de nos invités ici en plateau, analyse avec vous, Laurent Dubois, mais aussi avec nos envoyés spéciaux sur nos points de direct en Midi-Pyrénées. Et pour partir sur de bonnes bases, pour tirer les premiers enseignements de ce scrutin, on en revoit les principaux résultats avec Pascal Lagorce. Il était le symbole de la résistance du Parti socialiste en Haute-Garonne. Dans la 8e circonscription sur les terres de la présidente de région, Joël Aviragnet sauve le PS du zéro pointé. Dans ce département où il régnait en maître, le Parti socialiste se retrouve aujourd'hui avec un seul député. La République en marche gagne les 9 autres circonscriptions, notamment la 3e, où la seule élue de droite, la républicaine Laurence Harribagé, est battue. 2 députés sortantes socialistes sauvent en revanche leur place à l'Assemblée. Ce n'était pas gagné d'avance dans le Tarn-et-Garonne pour Valérie Rabault. Dans la première circonscription, elle s'impose face au candidat de la République en marche. Même schéma dans le Gers, où Gisèle Biémouret briguait un 3e mandat. Mais les socialistes disparaissent des écrans radars dans tous les autres départements de la région, à commencer par l'Ariège, où la France insoumise prend le pouvoir. Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon s'impose de justesse dans les 2 circonscriptions, avec Bénédicte Taurine dans la première et Michel Larive dans la 2e. Les Républicains auront également 2 députés issus de la région, dans la 3e circonscription de l'Aveyron, avec le sortant Arnaud Viala réélu, et dans le Lot, où Aurélien Pradier l'emporte à Cahors. Un seul parti finalement qualifié pour ce second tour ne sera pas représenté dans l'ex-Midi-Pyrénées, le Front National, qui perd ses 5 duels en Haute-Garonne, dans le Tarn et dans le Tarn-et-Garonne. Comme en 2012 à Castelsarrasin, le FN est battu par Sylvia Pinel, l'ancienne ministre qui avait le soutien d'Emmanuel Macron pour ces législatives. Allez, avec nous en plateau pour revenir sur ces résultats, Jean Terlier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau député La République En Marche de la 3e circonscription du Tarn. Face à vous, un autre Tarnais, Patrice Bédier, bonjour à vous. Vous étiez candidat socialiste, battu au premier tour dans la première circonscription du Tarn, cette fois-ci celle de l'Est. Elle n'était pas candidate cette année, mais a été députée du Tarn-et-Garonne. La maire Les Républicains de Montauban, Brigitte Barège, est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Candidate malheureuse, mais battue de peu sur Toulouse et Blagnac dans la première circonscription de Haute-Garonne, Claire Dujardin pour la France Insoumise. Bonjour à vous. Et puis enfin, battue également par En Marche dans la 5e circonscription de Haute-Garonne, celle de Villemur-sur-Tarn. Julien Léonardelli, secrétaire départemental du Front National 31. Bonjour à vous. Bonjour. Alors avant de débattre avec vous, revenons sur la surprise majeure finalement de ce second tour en Midi-Pyrénées. Une abstention plus forte que dimanche dernier, malgré tout, des retournements de situation surprenants. Illustration avec la sortante radicale de gauche, Jeannine Dubié, dans les Hautes-Pyrénées. Elle récolte, imaginez, 10 000 voix de plus sur ce second tour. Écoutez-la, elle fait la 2e plus spectaculaire remontée de France et elle a son explication. Effectivement, je suis laïque et républicaine, mais en même temps, j'ai reçu des témoignages de tout le monde. Enfin, je peux même le dire, enfin, il ne m'en voudra pas, mais Gabi, le curé d'Argelès, il m'a envoyé ce matin un message d'encouragement. Mais parce que je suis aussi, quand on est laïque, on est respectueux des opinions des autres. Quelle que soit dans la sphère personnelle, chacun a le droit de vivre sa vie et tout. C'est ça être laïque, c'est pas être anticlérical. Et donc je dis merci Gabi, voilà, j'ai gagné. Alors que s'est-il passé? On va voir évidemment ces chiffres de l'abstention, mais au-delà de ça, je vais vous demander, d'après vous, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Une certaine démobilisation d'électeurs qui avaient voté pour vos candidats, Jean Terlier, au premier tour, et peut-être une mobilisation d'électeurs qui voulaient voter contre vous? Oui, clairement, j'abordais ce second tour avec 9 points d'avance en ce qui me concerne vis-à-vis de mon adversaire Bernard Carayon. Et c'est vrai qu'on se retrouve avec un score beaucoup plus étriqué, puisqu'à l'issue de ce second tour, je l'emporte avec 52,11% des voix. Donc on voit manifestement que le report des voix n'a pas été fait en ma faveur dans cette circonscription. Mais encore une fois, je tiens à remercier les Tarnaises et les Tarnais d'avoir voté pour moi. Je les en remercie. C'est avec beaucoup d'humilité que j'entreprends ce nouveau mandat de député.
Claire Dujardin, peut-être, on en parlait déjà hier soir, alors une abstention préoccupante, mais aussi peut-être une mobilisation, notamment celle de vos électeurs qui, eux, sont restés présents pour essayer de vous porter au maximum en tête des scores. Voilà, on a pu en effet voir un taux d'abstention très important et également des votes nuls et blancs qui ont été très importants. Hein, c'est ce qu'on a vu au moment du dépouillement. Donc ça, c'est le premier phénomène pour moi qu'il faut retenir de ces élections-là. Après, en effet, ce qu'on voit sur beaucoup de circonscriptions, notamment en Haute-Garonne, c'est que donc, les candidats France Insoumise ne sont pas arrivés à gagner les circonscriptions à peu de voix près, mais le mouvement En Marche, les candidats En Marche, n'ont pas eu justement ce sursaut et cette mobilisation que nous, on a eue, par exemple, sur la circonscription en numéro 1, alors qu'au premier tour, on faisait 7 000 voix. Là, on fait 15 556 voix. Donc, voilà, il y a vraiment eu un mouvement. Une adhésion et un report de voix très important, et même au-delà des électeurs qui sont venus se mobiliser. Pas suffisamment. On pourra en reparler par rapport à cette vague qui a été portée par le mouvement En Marche. Brigitte Barège, on a vu notamment Arnaud Viala, réélu en Aveyron, mais on a vu également Aurélien Pradier dans le Lot. Vous pensez qu'il y a eu une certaine forme de remobilisation de votre électorat également? Je pense qu'après la vague, il y a eu le ressac. On le voit un peu partout, plus accentué à certains endroits que d'autres. Je pense que l'affaire Bayrou, l'affaire Ferrand, ont certainement plombé donc les candidats qui se prétendaient porteurs de la moralisation de la vie politique. Et puis aussi, je veux dire, c'est pas si vous me permettez de parler de l'abstention, je crois qu'on a une élection qui s'est faite aussi bien pour la présidentielle que pour les législatives, complètement hors sol. Les Français n'ont pas entendu parler des sujets qui les préoccupent. L'islamisme radical, le terrorisme, l'immigration non maîtrisée, la sécurité qui n'est pas au rendez-vous. Par exemple, aujourd'hui... Vous pensez que c'est une question de thématique, vous, que les gens s'en sont désintéressés parce que ce dont on leur parlait, le code du travail ou autre, ça ne les intéressait pas? La montée des extrêmes, le Parti des Insoumis, le Front National montre bien que la France est exsangue. Les 5 ans de François Hollande auront laissé une France complètement brisée, appauvrie, malmenée, et tout cela, ça s'exprime dans les urnes, soit par l'abstention, soit par le vote extrême. Et l'électorat socialiste, il était où, apparemment peut-être au soleil ce week-end? Il s'est un tout petit peu remobilisé, vu qu'on a eu quand même, notamment sur ceux qui étaient au second tour pour les socialistes, je pense à Joël Aviragnet, qui est passé. Le problème, c'est qu'il y avait plus grand socialiste, plus grand monde au second tour, c'est le problème. Moi, je juste revenir sur la question de l'abstention. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'énorme problème démocratique qu'on va avoir et qu'on a aujourd'hui et qu'on doit régler. Premièrement, si on prend une statistique, les députés En Marche sont élus avec moins d'un électeur sur 6 inscrits au premier tour. Moins d'1 sur 6. Vous avez 2 électeurs sur 3 qui ne sont pas venus voter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on gagne une présidentielle et lorsqu'on gagne un premier tour, traditionnellement, on élargit sa base. C'est-à-dire qu'on rassemble. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a mobilisé le camp adverse. C'est quand même un souci démocratique. Oui, pas du tout d'accord avec cette analyse. Bien évidemment, on voit bien que les rassemblements ils se sont faits au premier tour en ce qui concerne nombre de nos candidatures, notamment la mienne où on avait des personnalités de centre droit et de centre gauche qui ont pris position. Le rassemblement, il était bien présent. Après, sur la thématique, on l'a bien vu, effectivement, il y a eu toute cette semaine du second tour des prises de position où on nous a mis en garde contre l'émergence d'un parti unique. Je pense que ça a aussi également... C'est un parti unique, mais ça a également aussi beaucoup joué. Je crois que le Parti socialiste en son temps et les Républicains en leur temps avaient des majorités aussi confortables. C'est une réalité quand même. On a tout verrouillé. Est-ce que cette abstention vous a desservi également, Julien Leonardelli? Naturellement, puisque nous avons constaté au premier tour et lors de ce second tour que la majorité des citoyens, patriotes et souverainistes ne sont pas déplacés aux urnes, notamment ceux qui sont portés sur la candidature de Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle. Il y a eu une démobilisation, clairement, qui a favorisé les candidats arrivés en tête, notamment les candidats En Marche, qui sont rentrés dans cette sorte de dynamique, on va dire. Une chose quand même qui est assez significative aujourd'hui, je m'aperçois, j'entends plusieurs personnes parler effectivement de l'abstention et du mode de scrutin. Vous savez, de notre côté, nous défendons la proportionnelle depuis
de nombreuses années. Et vous pensez que ça ferait participer plus d'électeurs s'ils avaient le sentiment, avec la proportionnelle, que les personnes pour qui ils votent vont être représentées? Aujourd'hui, combien de Midi-Pyrénéens ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale à leur juste valeur? 11 millions de Français se sont portés sur la candidature de Marine Le Pen à l'élection présidentielle. Je vais vous dire, écoutez, je trouverais parfaitement légitime qu'il y ait effectivement des représentants du Front National à l'Assemblée nationale à sa juste valeur, des représentants de la France Insoumise, des représentants des Républicains, du Parti Socialiste, on a bien compris, etc. Laurent Dubois, en 30 secondes pour qu'on avance. Qu'est-ce qu'on garde finalement de ce phénomène d'abstention? D'abord que c'était quelque part inévitable et inscrit dans le marbre de notre Constitution. C'est la fameuse inversion du calendrier décidée par Jacques Chirac et Lionel Jospin. Donc là, il y a un effet duplicata en se contentant de reporter aux législatives le vote de la présidentielle. Il y a aussi un problème plus conjoncturel, plus politique. C'est vrai que c'était une vraie fausse campagne présidentielle d'une part. Hein, c'est pas qui va me contredire par rapport à l'affaire Fillon qui a tout écrasé. Et puis ensuite, les législatives qui elles-mêmes ont été prises en otage en quelque sorte par une sorte d'OPA réussi, disant de toute façon c'est fait, c'est pillé, c'est pas la peine de se déplacer. Et puis peut-être on va juste jeter un coup d'œil finalement sur une exception peut-être ce soir où finalement rien n'a changé, c'est dans votre département, Brigitte Barège, puisque les deux sortantes ont été réélues, à la fois Valérie Rabault pour le Parti Socialiste et Sylvia Pinel pour le PRG. Comment vous interprétez ça? Alors, microclimat. Un petit microclimat. Je pense que le candidat d'En Marche sur ma circonscription n'était peut-être pas le bon candidat. C'était pas un candidat de rassemblement en tout cas. Je n'avais pas donné de consigne de vote, mais apparemment les choses se sont faites tout naturellement. Il y a eu un rejet de ce candidat au profit de la députée sortante Valérie Rabault. Quant à Sylvia Pinel, bon, il y a tout un système quand même qu'on connaît bien, un système que vous avez dénoncé tout à l'heure, de la PQR, bon, qui quand même favorise certains candidats plutôt que d'autres. Mais là aussi, il n'y avait pas de consigne de vote, puisque nos deux candidats des Républicains avaient été éliminés au premier tour. Les électeurs ont fait comme ils voulaient. Alors, déception peut-être également en Tarn-et-Garonne, mais pas seulement pour le Front National. Hein. Marine Le Pen qui avait fait de bons scores à la présidentielle en Tarn-et-Garonne, mais aussi dans le Tarn. Et là, ça n'a pas suivi. Retour sur cette soirée pour les frontistes avec Christophe Nédart. C'est une défaite au goût amer. Dans la première circonscription du Tarn, Frédéric Cabrelier a été sèchement battu par le centriste Philippe Folliot. Il obtient à peine 30% des suffrages exprimés. Un véritable désaveu, difficile à accepter. J'espérais faire 35, c'est-à-dire retrouver le score de Marine au présidentiel. Donc il y a une petite déception, mais manifestement sur cette circonscription, nos concitoyens n'ont pas placé l'éthique au-dessus de la politique. L'autre candidate à Fennes dans le Tarn n'a pas eu plus de succès. Doriane Albarao a été battue par une adhérente de La République En Marche. À 21 ans, elle représente l'avenir du Front National en Midi-Pyrénées. Un avenir qu'elle voit avec optimisme, à condition que le mode de scrutin évolue vers la proportionnelle. Tout le monde doit être représenté, quel que soit le pourcentage de vote. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un pourcentage suffisant, il faut que vous soyez représentés. Ce sont des électeurs qui se déplacent. Et moi, en tant que jeune, au-delà du parti politique que je représente, si je me déplace pour voter pour quelqu'un, c'est au moins qu'on représente mes idées, même si ce ne sont pas celles qui sont majoritaires. Quelques applaudissements, mais le cœur n'y est pas. Romain Lopez, grand espoir du FN dans le Tarn-et-Garonne, a été battu par Sylvia Pinel, tout en doublant son score du premier tour. Lui aussi se projette vers l'avenir et en appelle à une union à droite. Nous avons fait un appel entre les deux tours d'union à droite. Cet appel a été entendu puisque la plupart des électeurs républicains se sont reportés sur notre candidature. Donc je pense que pour l'avenir, cette union à droite sera nécessaire dans le département pour mettre un terme à la domination dans la seconde circonscription du PRG de M. Baillet et de Mme Pinel. Sur les 5 candidats FN qualifiés au deuxième tour en Midi-Pyrénées, aucun n'a réussi à se faire élire. Un échec pour une extrême droite qui pourtant a progressé en nombre de voix par rapport à 2012. Comment on explique ce paradoxe, Julien Leonardelli ? Alors écoutez, déjà, je réfute le terme d'extrême droite. Voilà, je crois qu'il est assez de nous qualifier d'extrême droite. Nous sommes là, ni de droite ni de gauche. Nous sommes des patriotes souverainistes. C'est décidément très à la mode. Nous sommes des patriotes souverainistes. Nous avons, c'est le positionnement du Front National depuis 40 ans, madame. Alors excusez-moi, nous n'avons pas attendu Emmanuel Macron pour rassembler la droite et la gauche. Effectivement, qui rassemble le système. Pas du tout. Nous voulons rassembler les patriotes pour défendre un autre projet pour la France et
pour nos territoires. Au niveau, effectivement, des seconds tours, malheureusement, nous n'arrivons pas à nous qualifier sur les 5 seconds tours de Midi-Pyrénées, cela est dommage, mais nous constatons une progression. Oui, une progression, notamment Romain Lopez en Tarn-et-Garonne, qui progresse. De mon côté aussi, je progresse sur ma circonscription. Vous savez, voilà. On l'a bien compris. Brigitte Barège, il y avait une phrase qui a été soulevée dans ce sujet de Romain Lopez qui a évoqué un report des voix de droite, finalement, sur lui. J'ai dit qu'on n'avait pas donné de consigne de vote, mais que d'ailleurs je trouve que ça est complètement dépassé. Les voix des électeurs n'appartiennent pas aux candidats. C'est pour ça que les consignes de vote ne servent plus à rien, mais puisque tout à fait les électeurs sont libres. Je suis entièrement d'accord, je trouve ça ridicule. Je pense qu'après, ce sont les sujets qui ont pu intéresser, je vous le dis. Franchement, les vrais sujets n'ont pas été abordés. Et il y a peut-être certains partis plutôt que d'autres qui en parlent. Il faut quand même bien qu'on aborde ces vrais sujets sur le terrorisme. Rapidement, Patrice Bédier. C'est ce qu'on appelle les sujets régaliens. On a évidemment des désaccords avec Brigitte Barège, mais sur ce sujet-là, je vais être d'accord avec elle. Contrairement à l'analyse qui est faite aujourd'hui, attention, il n'y a pas forcément une majorité pour gouverner aujourd'hui. Je vais vous surprendre, mais on a une majorité pour gagner les élections, ce qui s'est passé, mais on n'a pas de majorité de projet. Je donne quelques exemples. On va y venir, je donne quelques exemples. Vous avez dans la même majorité des gens qui se sont opposés au mariage pour tous et des gens qui sont pour l'adoption plénière des couples homosexuels. Vous avez dans la même majorité, sur les questions d'environnement, c'est pas sur le nucléaire, vous avez le Premier ministre... Répondez rapidement, mais on va y revenir plus tard, Patrice Bédier. C'est un peu gênant d'entendre cela de la bouche de Patrice Bédier. Nous sommes de la même génération, mais il n'a pas encore compris en réalité ce qu'a voulu faire Emmanuel Macron. C'est aujourd'hui justement rassembler des gens qui étaient de sensibilité différentes autour d'un projet qui est celui d'Emmanuel Macron. C'est très moderne. C'est très moderne. C'est très moderne. Je comprends. Je comprends. Les partis socialistes et les républicains. Excusez-moi, on va y aller. Encore faire ce on va y revenir sur ce projet. On va y revenir. Mais ça tombe bien, vous discutiez entre Tarnais. On va filer dans le Tarn, où on l'a dit, échec du Front National. Les frontistes étaient au second tour dans 2 des 3 circonscriptions. On retrouve à Albi Benoît Roux. Benoît, bonjour. Que retient-on de ces législatives dans le Tarn et sur les terres de Jaurès ? Effectivement, vous l'avez dit, le FN est un échec, même s'il y avait 2 candidats pour ce second tour. Mais il ne concrétise pas les bons scores réalisés lors des élections locales et nationales. Le meilleur exemple en est Frédéric Cabrolier, 5e tentative à la députation face à Philippe Folliot. Et un score très décevant, en deçà des 30%. La Benjamine Doriane Albarao s'en sort un peu mieux. À 22 ans, elle obtient 33,80% sur la 2e circonscription. Et puis, la médaille d'or du suspense a été octroyée à Bernard Carayon. Le maire de Lavore briguait son 4e mandat. Eh bien, il a été battu de 303 voix en 2012 et ce coup-ci de 1853 voix sur la 3e circonscription, donc face à Jean Terlier, son opposant municipal de La République En Marche. Bernard Carayon qui a boudé les médias toute la soirée. Il devrait s'exprimer cet après-midi. Enfin, 3 sur 3, c'est la note absolue obtenue par La République En Marche. 3 députés, Marie-Christine Verdier-Jougla, Philippe Folliot et Jean Terlier au Palais Bourbon. Il faut remonter à 1981 pour avoir un tel grand chelem, l'unique de la Ve République, réalisé par le Parti Socialiste, un PS moribond et qui était le grand absent de ce second tour. Merci Benoît. Alors un PS moribond, vous l'avez dit, c'est du jamais vu. On l'a dit sur les terres de Jaurès, on le répète, mais... Là, c'est plus que la cote d'alerte pour vous, Patrice Bédier. Je pense que tout le monde fait la même analyse. On sort d'un quinquennat qui est compliqué, qui est très dur, avec un président de la République qui ne s'est pas représenté. Donc forcément, la famille politique PS qui est partie sur cette élection... Éclatée au niveau idéologique également. C'était pas l'élection la plus évidente. Maintenant, si je peux juste dire un mot sur ce qui a été dit. Au moins, ce qui est sûr, c'est que les candidats PS qui sont partis sur cette élection-là, ils ont fait preuve de clarté sur ce qu'ils voulaient et sur la défense du bilan qui était sur... Au moins, il y avait de la clarté. Moi, ce que je reproche, en toute honnêteté, aujourd'hui, Jean Terlier disait tout à l'heure, nous sommes des gens, on rassemble et tout. Tant mieux. Et vous n'êtes pas les premiers, Nicolas Sarkozy, mais même des gens de gauche, dans sa majorité. Le problème, il est où ? Le problème, il est que dans les 2 derniers quinquennats, on a eu un manque de clarté, et j'inclus même François Hollande, entre ce qui était dit pendant la campagne et ce qui était fait au gouvernement. Sarkozy, c'était la France qui se lève tôt. Hollande, c'était la finance. Moi, je le dis juste à Jean Terlier. Vous avez
dans votre majorité, des gens qui portent des choses complètement différentes. Et surtout, moi, le petit reproche que je ferais, c'est que pourquoi ne pas avoir donné le projet, par exemple, sur l'ordonnance de travail? On va y revenir sur ce projet. Claire Dujardin, vous tirez le même bilan tout à fait. sur ces Moi, échecs successifs. voilà, si vous voulez, ce qui est clair, et là je m'inscris dans ce qui vient d'être dit, c'est que les candidats ont été désignés par un président qui a adoubé les différents candidats et qui a dit voilà, il faut aller me donner une majorité pour que je puisse tout seul gouverner. Il le dit, je vais gouverner par ordonnance, vous allez me donner un chèque en blanc pour que je puisse le faire, je vais faire des projets mais je ne vais pas les soumettre au débat démocratique. Et on l'a vu pendant la campagne législative, à aucun moment il n'y a eu de débat avec les candidats, les Républicains en marche, la République en marche, pardon, à aucun moment il n'y a eu de débat. Et donc, on indiquait qu'on était à la fois de droite et de gauche, mais on ne savait pas du tout quelle était la position de ces candidats-là. Et il y a un vrai problème, par exemple. On va laisser Jean Terlier s'expliquer d'ici quelques minutes, mais on va faire un retour justement sur la soirée d'hier, avec notamment les candidats En Marche sur Toulouse, sur la 4e circonscription, notamment celle qui était 100% toulousaine, et également sur la 9e, où là, effectivement, il y avait un affrontement France Insoumise, La République En Marche. Reportage signé Cécile Fréchinos. 22h hier soir, après de longues heures d'attente, les militants En Marche savourent la victoire de Sandrine Mörck. Le siège de la 9e circonscription de Haute-Garonne est désormais entre les mains d'une journaliste novice en politique. Ma préoccupation, c'est de faire en sorte que cette force que je tire du terrain depuis que je suis journaliste, depuis 30 ans que je le parcours, c'est de la faire remonter et de la faire, lui faire gagner en force au niveau de l'Assemblée nationale. Sandrine Mörck, 55 ans, recueille un peu plus de 52% des voix, une victoire nettement moins confortable que prévu. Je pense que c'est une victoire en demi-teinte, mais c'est une victoire. Elle est d'autant plus belle qu'elle a été difficile et que le travail énorme est attendu à la fin de cette mandature. Moins de 5% derrière la candidate macroniste, Manuel Bompard signe un score de 47,6% pour la France Insoumise. Le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne présidentielle resserre ainsi le grand écart du premier tour. Forcément de la déception, mais aussi de la fierté pour tout le travail qui a été accompli. Et je pense que aujourd'hui, la France Insoumise, c'est la première force d'opposition dans ce département. Au QG En Marche, Michael Nogal affiche un large sourire. Mais le nouveau député de la 4e circonscription a eu chaud, avec seulement 1007 voix d'avance. Ce que je vais retenir, c'est le résultat malgré tout, évidemment. Je suis élu député de cette 4e circonscription, une circonscription que je connais bien et que j'ai à cœur de défendre depuis très longtemps. Son concurrent, c'était lui, Lim Wang-nok, économiste proche de Jean-Luc Mélenchon. Et il s'en est fallu de peu pour qu'il l'emporte. On a réussi à rassembler la gauche. Il y a eu un excellent report des voix des électeurs socialistes et des Verts. On fait 6 000 voix au premier tour, on en fait 12 000 au deuxième tour. Et il manque juste 1007 voix pour gagner. Je crois qu'on croit tous beaucoup dans l'avenir et que finalement c'est déjà une énorme victoire pour nous. Malgré des duels serrés avec la France Insoumise, La République En Marche rafle donc 9 sièges sur 10 en Haute-Garonne. Alors Jean Terlier, que répondez-vous donc aux accusations qui disent que vos candidats finalement ou vous-même n'avez pas été suffisamment clairs sur votre programme? Oui, il y a deux choses qui peuvent ressortir de ce qui vient d'être commenté par Mme Dujardin. Je crois qu'il ne faut pas oublier qu'on a eu une élection présidentielle où le programme d'Emmanuel Macron, il a été clairement débattu devant les Français au premier tour et au deuxième tour. Laissez-moi parler. Et ce nonobstant les affaires Fillon. Il a clairement été débattu. On se présente à la suite d'une élection au second tour où Emmanuel Macron a été élu à 65% avec des députés qui s'inscrivent dans le cadre du projet qui a été développé par Emmanuel Macron sur un certain nombre de mesures. La société civile apprend vite la langue de bois. Parce que très franchement, nous expliquer... On est de droite, on est de gauche, on pense ci, on pense ça. C'est des archaïsmes. Est-ce que vous allez donner la possibilité de voter par ordonnance? Est-ce que vous allez valider la loi projet terrorisme? Est-ce que vous allez valider le projet sur la réforme de la justice? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez valider tout ça? Il va y avoir une concertation, il y aura de la concertation. Donnez-nous le contenu de la loi travail. Vous l'aurez
ignoré après l'élection, toujours pareil. Il y a une concertation qui est en train Tout a été verrouillé. Attendez, Des candidats inconnus qui ne sont pas du territoire, qui sont arrivés 3 semaines, même 15 jours avant l'élection, attendez, et qui étaient incapables de nous donner le programme, vraiment le contenu du programme. Vous me parlez du territoire, vous ferez grâce quand même que je suis avocat sur ce territoire-là depuis. Mais vous représentez, je vous parle pas directement, vous représentez la République en marche. Moi je vous parle de la République en marche. Aujourd'hui, la République en marche a 9 députés en Haute-Garonne. Cela est antidémocratique. Une question après l'autre. Moi, sur ce point-là, on se connaît un peu quand même avec Jean Tarlier, on est du même département, et c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et qui a fait une très belle campagne. Donc, quand ça commence comme ça, en général, Maintenant, en toute honnêteté, on se parle franchement. Aujourd'hui, on a eu une campagne législative pendant 5 semaines. On a tous eu des candidats à la République en marche face à nous et aucun nous a dit concrètement ce qui allait se passer. Je termine, je vous pose juste une question. Est-ce que, par exemple, vous êtes pour ou contre le détricotage des 35 heures? Première question. Est-ce que, par exemple, le détricotage du CDI, qui est préparé dans les ordonnances, vous êtes pour? Et est-ce que vous êtes pour? 2 questions. Et la troisième question, est-ce que vous étiez d'accord avec la méthode qui a consisté à porter plainte contre des journalistes qui ont révélé le contenu avant une élection législative, le contenu d'un projet de loi, alors que c'est le projet phare que vous portez? Je vais vous répondre très clairement si vous ne me coupez pas la parole. Bien sûr. Sur tous les points que vous venez de développer, il y a eu un projet. D'accord? La loi travail, on a les grandes mesures qui vont être... Celle de François Hollande? Oui. La réforme du Code du travail, il va y avoir des éléments qui vont être mis en place. Est-ce que le projet a été présenté avant les élections législatives? Il y a une concertation qui est en train d'être opérée avec les partenaires sociaux, avec les élections législatives. Laissez-moi finir, Monsieur Bédier. Si vous voulez que je vous réponde, laissez-moi finir, d'accord? Je crois que sur cette réforme du Code du travail, il y a des éléments qui sont excessivement importants, et notamment celui qui est au centre des débats, c'est de remettre du dialogue au sein de l'entreprise. Arrêtez d'être dans ces clivages, de dire on oppose les salariés avec les patrons, c'est remettre de la discussion et du débat dans l'entreprise. C'est ça. Pourquoi vous n'y croyez pas, Brigitte Barrège? Parce que chez les Républicains, certains y croient. Qu'il y a toujours du dialogue social. Mais avec Macron, j'ai peur que nous n'ayons pas de dialogue du tout. On l'a vu, verrouillage des médias, verrouillage de la justice, comme par hasard Ferrand, Bayrou, tout ça, ça passe. Gouverner par ordonnance. Verrouillage même des candidats, pas pour vous, vous savez vous exprimer, vous êtes avocat, mais on voit bien qu'ils ont empêché, ils ont muselé leurs candidats, qui ont refusé tous les débats, parce qu'ils avaient peur qu'ils disent des bêtises. Vraiment, ça fait un peu peur, là. Et ceux qui ne sont pas de votre avis chez les Républicains, Brigitte Barège, ceux qui ne sont pas de votre avis chez les Républicains, parce que le débat est ouvert chez vous aussi. Oui. Certains acceptent, entre guillemets, la main tendue d'Emmanuel Macron. De toute façon, écoutez, on avait annoncé la mort du Parti des Républicains. Je vais au bureau politique mercredi. On en est bien loin. Je peux vous assurer pour avoir assisté à tous les bureaux politiques. Ceux qui ont voulu partir, ils sont partis avant. Édouard Philippe, Bruno Le Maire, qui ont poursuivi des carrières personnelles. Bon, ils sont des carrières. Mais pour l'essentiel, le Parti républicain reste quand même la première force d'opposition à l'Assemblée nationale, malgré tout, et n'est pas du tout disposé à faire de l'opposition obstructive. Elle sera constructive sur les sujets de droit du travail. Néanmoins, nous resterons fermes sur nos valeurs. Si je veux juste rebondir sur ce que vous dites, c'est très important ce que vous dites pour la démocratie. Vous dites le groupe républicain est le groupe d'opposition aujourd'hui. Il ne faut pas nier une chose. Le premier, bien sûr, je ne conteste pas. Il ne faut pas nier une chose qui est franchement très importante à l'avenir, c'est que la gauche de gouvernement a disparu quasiment des institutions. Et avec, même s'il y a des groupes, vous savez, un groupe, ça ne pèse pas grand-chose à l'Assemblée. Lorsque vous avez 100 personnes, vous pouvez déposer une motion de censure, vous avez beaucoup plus. Et on a finalement un dialogue aujourd'hui entre le centre, représenté par En Marche, et la droite, représentée par les Républicains. Et moi je dis qu'il faut renouveler ça à l'avenir. Il faut faire en sorte que la gauche puisse s'exprimer dans les institutions. L'opposition, 70% des candidats de la marche étaient des socialistes européens quand même. Ils se sont quand même avant tout un parti de gauche. Bien maquillé, essentiellement. Je ne parle pas pour vous, mais pour la plupart. Je pense à Madame Iborra. Madame Iborra, c'est un exemple extraordinaire. On peut quand même parler des Républicains aussi, où effectivement... Attendez, il y a dans les députés élus des Républicains, certains qui ont indiqué vouloir gouverner avec Emmanuel Macron et certains se mettre... Ils sont très peu nombreux. Attendez, ils sont déjà partis. Les difficultés, c'est au moins plus clair. La difficulté, effectivement. Le président et le gouvernement vont nécessairement devoir ménager à côté, à droite, et ménager à gauche. Donc il va y avoir une réelle difficulté sur tous les sujets. Et en plus, le président a été élu à peu près 30% des électeurs, et là il a une majorité avec 58% d'abstention. Donc il n'est pas représentatif. Il n'y a pas de majorité légitime. Donc il va y avoir une réelle difficulté, surtout que chaque point va être mis à... Juste une question avant qu'on parte en direction de l'Ariège où nous attend Laurent Winsbach.
l'opposition, elle aura voix au chapitre ou pas avec une telle majorité? Bien évidemment, on croirait qu'on est rentré dans une forme de dictature. Mais, tout à fait. Mais arrêtons. Tout à fait. Soyons Bon, un minimum sérieux. Allez, les électeurs ont parlé et ils ont élu les candidats de la République en marche. S'il vous plaît, je vais essayer de parler moi aussi, s'il vous plaît. Alors il n'y aura pas que des nouveaux... Ils ne se sont pas exprimés, ils se sont abstenus. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas de cette élection-là. Si c'est la même ambiance à l'Assemblée nationale, je ne vous dis pas. Alors, il n'y aura pas que des nouveaux députés étiquetés En Marche. En Ariège, 2 nouveaux députés vont également faire leur début. 2 candidats de la France Insoumise. Alors, Laurent Winsbach, vous êtes à Fouesse, un changement radical pour l'Ariège, jusque-là socialiste. Et oui, Patrick, ça change clairement la donne au niveau du département. Majorité socialiste à l'Assemblée départementale qui avait pris l'habitude, surtout sur ce dernier quinquennat, de travailler en très étroite collaboration avec les 2 députés sortants, Frédéric Massat et Alain Fauré, qui relayaient en quelque sorte les sollicitations locales au niveau de l'Assemblée nationale, bien sûr, mais aussi de différents ministères. Et cela, quand on a la même couleur politique, eh bien, c'est forcément plus facile. Il va maintenant falloir apprendre à composer avec 2 députés nettement plus à gauche sur l'échiquier, en sachant que ces 2 députés vont se positionner très ouvertement dans l'opposition à la majorité présidentielle, alors même que certains élus ariégeois, notamment ceux proches de Manuel Valls, pourraient eux préférer une attitude clairement plus ouverte, plus constructive. Bref, il va y avoir besoin de dialogue et sur ce point-là, au moins les différents partis semblent faire preuve de bonne volonté. Le président socialiste du département, Henri Neyroux, a adressé ses félicitations républicaines aux 2 députés de la France Insoumise. Il s'est dit prêt à les rencontrer le plus tôt possible, à toute heure du jour et de la nuit. Reste à savoir comment concrètement cette sorte de cohabitation départementale va pouvoir se mettre en place en Ariège. Merci Laurent. Alors regardons justement les nouvelles couleurs politiques de Midi-Pyrénées avec 17 députés En Marche, 3 pour le Parti Socialiste, 2, on vient de le voir, pour la France Insoumise, 2 pour les Républicains et 2 pour le PRG. Claire Dujardin, cette carte doit-elle être amenée à évoluer encore plus selon vous? J'entends par là notamment la poursuite du travail pour la France Insoumise et d'autres mouvements au niveau local pour s'enraciner un peu plus. Évidemment que là, ce qui s'est pendant la campagne, donc je rappelais, ça fait 10 mois qu'on est en campagne sur le terrain avec les candidats de la France Insoumise. Il y a eu un réel élan sur le terrain et donc on a construit, bien entendu, non seulement on va avoir un groupe parlementaire qui va être dans l'opposition, nous sommes l'opposition, mais également sur le terrain, bien entendu, qu'on va appuyer toutes les luttes sociales et les mouvements qui vont se mettre en dynamique sur le terrain. Et il va y avoir un réel front social et populaire qui va se mettre en place. Et il va y avoir une vraie dynamique. Et bien entendu, cette dynamique, elle va se faire avec tout le monde, avec tous les militants à gauche, tous les militants à gauche qui vont revenir sur le terrain et qui vont à nouveau, on va discuter tous ensemble. Et bien entendu qu'il va y avoir une opposition. Il va y avoir une opposition sur le terrain, bien entendu. Il y a déjà une dynamique qui se met, mais c'est une dynamique citoyenne, collective, écologique, sociale. Patrice Bédier, est-ce que vous allez discuter ensemble? Attendez, on ne va pas se mentir, parce qu'on est au lendemain d'une élection, et au moins on va faire le bilan de ce qui s'est passé ces 6 derniers mois en termes de discussion, vu qu'il paraît qu'il faut qu'on discute. Dans ces 6 derniers mois, je pense qu'il n'y a pas eu... Sur la question que vous me posiez sur la discussion, moi je pense qu'il faut refonder la gauche aujourd'hui, et que tous les appareils, même la France Insoumise et le Parti Socialiste et les écologistes, tous ces appareils-là doivent avoir un nouveau logiciel pour avoir une gauche d'alternative de gouvernement. Mais en toute amitié, je vous le dis très franchement, j'ai absolument rien contre la France Insoumise, mais dans toutes les discussions qui ont eu dans toutes les circonscriptions, les seuls qui n'ont pas voulu discuter, c'était quand même la France Insoumise. Déjà, c'est des discussions d'appareil, après c'était nationalement, vous savez très bien comment ça s'est passé. Sur le terrain, nous, il y avait des socialistes, il y avait des communistes, il y avait des verts derrière nous. Donc c'est les appareils qu'on n'a pas réussi à discuter. Je pense qu'il faut sortir de la personnalisation de la politique aujourd'hui. Et malheureusement, j'ai absolument rien contre Jean-Luc Mélenchon, mais le mouvement a trop personnalisé sur la personne de Jean-Luc Mélenchon. Et si on veut une gauche qui se refonde, il faut qu'elle se refonde sur des projets et sur un substrat intellectuel commun et pas sur des personnes. Sur un programme, en effet, et pas sur des gens et pas sur des appareils. On est d'accord. Est-ce qu'il va y avoir des réflexions, reconstructions également au Front National, notamment? Clairement, je n'ai aucune confiance envers Emmanuel Macron, il ne vous aura pas échappé, ni envers sa majorité. Encore une fois, élu avec plus de 50% d'abstention. Encore une fois, je crois sur le terrain, vous allez continuer, vous, pour les prochains scrutins locaux, à affronter le terrain? Nous serons effectivement présents
sur le terrain, comme nous l'avons fait depuis de nombreux mois. Nous constatons ici à Midi-Pyrénées une progression du vote envers donc, les candidats du Front National. Cela, effectivement, est prometteur pour l'avenir. Je me réjouis effectivement de 3 élus Front National donc, en région Occitanie. Nous avions un député, Gilbert Collard, dans le Gard. Louis Alliot et Emmanuel Ménard de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales rejoignent donc effectivement le groupe des députés patriotes à l'Assemblée nationale, conduit par Marine Le Pen. Malheureusement, nous ne pourrons pas constituer un groupe parlementaire puisqu'il faut 15 députés. Cela, encore une fois, est dommage pour notre démocratie, car je ne pense pas que ce que représente Marine Le Pen et que les idées que défend Marine LePen soient minoritaires dans notre pays. Au contraire. Et je peux vous dire, je l'ai constaté sur le terrain où il y a vraiment une réelle envie de changement. Même question, est-ce qu'aujourd'hui, cette dynamique en marche, entre guillemets, vous comptez la poursuivre en occupant, j'allais dire, le terrain, en étant présent, en vous enracinant pour certains d'entre vous. Vous, on l'a bien compris, vous étiez déjà conseiller municipal d'opposition à l'Avor. Est-ce que les scrutins locaux qui arrivent, évidemment, vont être peut-être la suite de cette vague? Non, mais c'est évident. Je crois que les gens ont oublié ce qu'est le mouvement La République En Marche et au départ, le mouvement En Marche. Au départ, à l'origine, c'est des gens qui n'avaient jamais fait de politique, jamais appartenu à des partis politiques, des gens, la plupart issus de la société civile, qui ont... Vous avez recasé le Parti socialiste et les Républicains. Si vous ne me laissez pas finir, laissez-le finir, s'il ne peut pas dire 2 phrases d'affilée, ça va pas. Exactement. Et donc, c'est ces gens-là qui font partie de ces comités qui se sont créés un peu partout en France, sous l'impulsion de l'élection d'Emmanuel Macron. Ils se sont maintenus. Moi, j'ai aujourd'hui plus de 100 militants qui sont répartis sur toute la circonscription en 4 comités, à Saint-Sulpice, à Lavore, à Mazamet et à Castres, et qui œuvrent au jour le jour. Va continuer. Exactement. Mais le seul problème, c'est Brigitte Barège, simplement pour conclure sur ce chapitre, les Républicains, qu'est-ce qu'ils vont devenir dans les prochaines semaines et les prochains scrutins? Ils n'ont même pas été capables de tenir les bureaux de vote. C'est-à-dire qu'il y a peu d'adhérents, il n'y a pas de militants, il n'y a pas de parti. Donc vous allez reconquérir le terrain aussi du côté de les Républicains? On est sur le terrain, on l'a démontré. Oui, mais a priori, quand même. Oui. Quand même. Oui, mais je pense qu'on sait bien, d'une certaine manière, on a été très actifs dans cette élection. Donc je pense que nous sommes très présents, nous continuerons à l'être. Je pense que notre parti est loin d'être mort et qu'il a des valeurs à défendre plus que jamais. Dans la clarté. Pour conclure, Laurent, qu'est-ce qu'on... on a entendu une phrase hier de Carole Delga qui portait sur la reconstruction politique qui passerait aussi par les territoires. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, la République des territoires, c'est une marque déposée, celle de la présidente de région, Carole Delga. On comprend l'idée, c'est un bouclier local face au vent mauvais national, une sorte de place forte qui se situerait en Occitanie. Bon, il y a une part de marketing et de rhétorique, parce que d'abord, nous ne sommes ni en Allemagne, ni en Italie, ni en Espagne. Les collectivités locales n'ont pas de pouvoir législatif, n'ont pas de pouvoir fiscal, donc c'est décidé à Paris, notamment à l'Assemblée nationale. Le second point, c'est que cette éventuelle République des territoires, ça suppose que les territoires aient une unité politique. Or là, le Parti socialiste a perdu des places fortes importantes, plus aucun député PS, notamment en Languedoc-Roussillon. Donc c'est juste histoire un petit peu de mettre un peu de baume sur les plaies, ça ne va pas plus loin. Merci Laurent. Alors la reconstruction politique, elle va se faire également en Aveyron, même si un député sortant, les Républicains, a été réélu. Un autre, lui, a préféré jeter l'éponge à l'entre-deux tours et En Marche place ainsi 2 élus de plus. Qu'est-ce qu'on retient de ce scrutin chez vous en Aveyron, Régis Guillon? Oui, je crois que vous avez résumé ce qu'on peut retenir, un peu la bérésina du côté de la droite aveyronnaise, même si, vous l'avez dit, Arnaud Viala sauve les meubles pour les Républicains, on y reviendra. Mais cette petite victoire ne suffira pas à masquer la lourde défaite du député Yves Sancy sur la première circonscription. Le député sortant, les Républicains, qui briguait un 4e mandat, se voit barrer la route de l'Assemblée nationale par Stéphane Mazard de La République En Marche, élu avec plus de 66% des voix. Alors vous l'avez dit, sur la 2e circonscription, là la droite a carrément jeté l'éponge. Andréat, qui était qualifié pour le second tour avec 18 points de retard, s'est dit c'est ingagnable, injouable. Et finalement, il n'y a eu qu'une candidate unique, Anne Blanc, pour La République En Marche, élue avec 100% des voix, mais 40% de participation seulement. Et à vaincre sans péril, eh bien, la candidate d'En Marche triomphe sans gloire. En revanche, Arnaud Viala, sur la 2e, peut lui se féliciter quand même d'être le seul candidat, les Républicains et député sortant, à s'imposer en Aveyron face à un adversaire d'En Marche qui le talonnait de près au soir du premier tour. Seulement 4 points séparaient les 2 candidats. Et puis au finish, eh bien, Arnaud Viala s'impose, je disais petite, mais quand même très 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 belle et confortable victoire avec presque 60% des voix.
Merci à vous Régis, on arrive au terme de cette émission et pour conclure, on va faire un dernier tour de table en 30 secondes chacun. Je vais vous demander finalement quels enseignements vous tirez de ces élections législatives, Julien Leonardelli. Une démobilisation des électeurs patriotes qui ont fait confiance à Marine Le Pen pour les élections présidentielles et un système électoral à revoir. Dans notre pays, vous le savez, encore une fois, nous défendons le système de proportionnel. Je crois concrètement que les Français ont réellement envie de changement et ont envie d'être entendus et représentés dans les différentes institutions, autant au niveau national qu'au niveau local. Donc il faut revoir l'ensemble des scrutins et des modes de scrutin dans notre pays pour que tous les électeurs soient représentés, que tous les Françaises et les Français soient enfin entendus, qu'ils aient leur voix qui porte dans les différentes institutions. Merci à vous, Julien Leonardelli. Patrice Bédier, pour le Parti socialiste, quels enseignements vous tirez de ces législatives ? Déjà, le premier enseignement, c'est qu'il y a eu très peu de clarté sur les propositions qui ont été faites et sur les débats qu'on a eus tout au long de cette législative. Malheureusement, on a été coincé par une élection présidentielle où ça a été le rejet du Parti socialiste et le rejet des Républicains, clairement, sur cette élection, qui a fait élire le président Emmanuel Macron. Et derrière, le seul débat que nous avons eu dans les élections législatives a été une majorité pour ce président. Donc je regrette, notamment sur les projets fondamentaux, comme la loi travail par exemple, qu'il n'y ait pas eu de projet très précis. Ensuite, le deuxième enseignement que j'en tire quand même, c'est la fracturation de la gauche. Quand la gauche est divisée, la gauche perd. Donc nous devons nous rassembler aujourd'hui, écologistes, communistes, insoumis, socialistes, pour proposer une alternative à l'avenir, pour faire en sorte qu'elle puisse revenir dans les prochaines années plus forte, parce que je suis persuadé qu'il y a encore un peuple de gauche qui est pour la justice sociale et pour la réduction des inégalités. Et il a besoin d'avoir des représentants. Merci à vous. Brigitte Barège, qu'est-ce que vous retenez de cette séquence législative ici en Midi-Pyrénées ? Je vais vous dire, je ressens un grand désarroi du peuple de France, une immense fracture entre les territoires, entre les villes et la campagne, entre Paris et la province. Vous avez parlé des collectivités locales qui n'auront plus voix au chapitre. On voit très bien la recentralisation jacobine qui est en train de se profiler au travers de la réforme fiscale. Je crois que là, nous avons un peuple qui est en vraie révolte, une révolte sourde. Les Français soumises nous annoncent déjà qu'elle sera dans la rue très prochainement. Je pense que Emmanuel Macron a réussi un beaucoup grâce à l'appui des médias. Bientôt, on n'aura plus besoin de voter. Mais je pense que la France est plus fracturée que jamais et que, malheureusement, s'avèrent devant nous de grandes journées. Alors, on est au lendemain, juste au lendemain du 18 juin. Au lendemain du 18 juin, je voudrais lancer l'appel à la résistance pour tous ceux qui ont les valeurs que nous défendons dans la famille des Républicains. Merci à vous. Claire Dujardin, quels enseignements vous tirez ? Déjà, je trouve que Mme Barège, les Républicains, est très mal placée pour appeler à la résistance. Pas le débat, elle ne pourra pas répondre. Bon, voilà, oui, mais bon, je pense que c'est important de le dire, que ce soit assez comique, que ce soit Mme Barège qui appelle à la résistance allez-y, sociale. vos enseignements que vous retenez. La vraie difficulté, là, c'est qu'on est face à une démocratie à l'agonie, qu'il y a une vraie inquiétude par rapport à ce qui ressort de ces élections-là. On est dans la toute-puissance de la monarchie présidentielle, c'est très inquiétant. Je pense qu'il va y avoir des grosses difficultés pendant toute la mandature, tant de Macron que l'Assemblée nationale. Et bien entendu, le peuple, qui a été confisqué par rapport à cette possibilité de parler, va parler dans la rue et il va bien entendu, certainement, il y avoir des mouvements sociaux, une grève générale et nous appuierons... On suivra ça. Nous appuierons tous ces mouvements sociaux pour qu'il y ait un vrai front social et populaire dans la rue. Merci à vous, Jean Terlier. Pour conclure, qu'est-ce que vous retenez de ces élections législatives ? Oui, moi je crois au contraire qu'il y a un espoir, une grande espérance qui ressort de cette élection. Je crois que les Françaises et les Français qui ont élu Emmanuel Macron et qui lui ont donné une majorité à l'Assemblée nationale attendent que la France se réforme. Je crois que nous avons été élus pour mener à bien ces réformes parce que lorsqu'on croise les gens, eh bien, ils vous indiquent tous qu'en réalité, ils vous ont fait confiance, mais qu'ils attendent que cette mandature soit la mandature des réformes pour la France. Nous allons nous mettre au travail. Il y a aussi également des projets de territoire importants en ce qui concerne mon département, l'autoroute Castres-Toulouse. Et je crois qu'il va falloir se mettre au travail avec sérieux, humilité et discussion. Merci à vous 5 d'avoir accepté le débat. Laurent, le mot de la fin pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on retient d'après vous de cette élection ? Ce n'est pas une publicité déguisée, mais c'est une référence clin d'œil parce qu'il y a beaucoup de termes autour de la table. Une célèbre librairie albigeoise qui s'appelle Clair-Obscur. Effectivement, il y a une obscurité par rapport au paysage politique parce que la recomposition, la clarté, il faut la chercher aussi bien du côté des Républicains que du côté de la gauche et que du côté d'Emmanuel Macron pour des raisons différentes.
tous les partis politiques vont être obligés de mettre sur la table leurs idées, leurs projets et une vraie ligne. Heureusement que vous étiez là pour nous éclairer, Laurent. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Les infos du jour sur ces législatives, vous les retrouvez évidemment sur notre site internet. Et puis ne ratez pas le journal de 19h ce soir avec l'ami Pierre-Jean Frison. On poursuivra évidemment tous les décryptages, on vous rappellera les principaux résultats et puis vous aurez évidemment les réactions débattues et des gagnants. Quant à nous, on se retrouve pour Dimanche en politique, Laurent. Quand ça, dimanche, évidemment, à 11h30, pour de nouvelles aventures. Et puis d'ici là, on vous propose de passer une bonne semaine, évidemment, à l'écoute de France 3 Midi Pyrénées. Merci encore à l'ensemble des équipes techniques pour la réalisation de nos émissions.